Il y a des dates comme ça qui restent marquées dans la vie d'une personne, hein. Donc moi j'ai l'information la veille, que la journée du 18 s'annonce rouge. On est en crise canicule, on a un risque feu de forêt, élevé, on va dire qu'on est journée à risque. J'ai ça en tête quand j'arrive à 8 heures le matin, parce que la prise de garde se fait à 8 heures, j'ai ça en tête. Jusqu'à midi, somme toute, il y a une grosse activité, mais absorbable. Et d'un coup, aux alentours de midi à peu près, hein, une accélération colossale. Tout s'est emballé. On est parti des multitudes d'interventions pour feu. On a fait plus de 30 départs de feu. Ce que je veux dire, c'est que c'était colossal. En termes de journée, c'était déjà dans le bruit de fond une journée énorme. Juste avant le feu des Monts d'Arrée, quelques minutes avant, on a un feu qui se déclare sur le secteur sud-ouest du Finistère, qui sollicite beaucoup de moyens. Et quelques minutes après, dans la foulée, on reçoit l'appel pour les feux des Monts d'Arrée. Donc je m'en souviens très bien, puisque j'étais à l'époque chef de groupe sur le secteur du Quimper, et j'étais parti sur un incendie qui était un feu de récolte sur la commune de Plonér-Lanverne. Et donc je suis intervenu avec plusieurs véhicules incendie et feux de forêt. Et donc moi j'ai fait face à un feu de 7 hectares qui était parti d'un champ de céréales coupées avec des roues et qui se propageait un bois. Et à ce moment-là, moi j'ai demandé des renforts. Dans le cadre de la montée en puissance, effectivement, j'ai demandé un chef de colonne, on m'a envoyé un chef de colonne pour gérer l'intervention qui prenait l'ampleur. C'était un chef de colonne qui venait de Brest. Je l'ai vu arriver, mais j'ai jamais vu descendre de sa voiture. Je suis engagé vers midi de Brest pour un feu dimensionnant sur la commune de Plounéour-Lanverne. Je suis engagé en tant que FDF4, donc chef de colonne spécialisé feu de forêt. Et je fais route vers Plounéour-Lanverne. Donc au bout d'une heure, 1 heure et demie de trajet, j'arrive sur les lieux, je commence à m'équiper. Je pose un premier pied en dehors de ma voiture, je vais jusqu'à mon coffre, je commence à changer mon type de Rangers. Je n'ai pas le temps de mettre la deuxième, que j'ai un appel du CODIS, du commandant Gauthier Coll, qui m'engage sur un feu sur Brasparts. C'est le début de cet événement massif de Brasparts. Et du coup, sur l'intervention de Plounéour-Lanverne, je n'ai même pas eu le temps d'aller voir le COS qui était installé sur place pour voir si la situation était sous contrôle ou pas. Parce que c'est moi qui ai pris l'appel pour le feu de forêt de Brasparts. Le premier appel, c'était un petit peu de fumée en fait, au niveau de la ferme de Brasparts en fait, quoi. Un appel passé par la mairie de Brasparts, donc pas de témoin direct. Donc très compliqué d'avoir des bonnes informations dès le départ pour engager les bons moyens dès le départ. On a déjà des engins partout dans le département. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on engage face à la situation et le nombre d'appels qu'on a, on dit il faut faire une levée de doute, donc on n'engage qu'un seul engin. Donc j'ai engagé juste un véhicule seul dans un premier temps. S'en est suivi une foule d'appels effectivement, et là on a redimensionné l'engagement pour alors. J'étais présent sur les vieilles charrues durant 4 jours. Et le lundi matin à 11 h, en présence de la sous-préfète, nous avons fait un débriefing du dimanche et du festival lui-même. Suite à cette réunion, au début d'après-midi, on se séparait vers 13h30 en se souhaitant donc bien évidemment de bonnes vacances et à la prochaine édition. 1 heure après, à peu près, donc l'officier CODIS me contacte pour me dire voilà, ça chauffe dans les Monts d'Arrée, ça brûle et il faudrait que je me déplace pour prendre en compte l'intervention, chose que je fais. Et lorsque j'étais en transit, donc pour pouvoir me rendre sur cette intervention, j'ai vu un gros panache fumé et formé donc dans le feu de forêt, donc j'ai passé, on appelle ça un message flash, c'est-à-dire situation avec un panache de fumée énorme, penché, avec des couleurs de fumée particulières. J'étais en ligne avec le chef de centre de Lanmeur pour parler d'un matériel. Et le chef de centre de Lanmeur me dit « Présidente, je vais devoir arrêter parce que nous sommes appelés, il y a des feux à Brasparts. » Et je me vois encore dans ma voiture, il faisait 41 degrés. Ma voiture affichait 41 degrés. Et je me suis dit, oh là là, les feux Brasparts, 41 degrés. Très vite après, le contrôleur général Mongénie m'a téléphoné en me disant, Présidente, il y a un gros sinistre sur Brasparts. Et je rentrais toujours sur Pludalmézeau et en cours de route, au-delà de Brest, j'ai croisé un CCF, un camion feu de forêt, celui de ma commune, donc j'en ai déduit qu'il partait à Brasparts.
Mais j'étais loin de penser que l'on partait pour 50 jours de combat. Psy Poudrosic qui a une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de Brasparts. On avait les odeurs. À cette période du mois de juillet, on a toutes les fenêtres ouvertes, on est dans les jardins, on sent la fumée. À 50 km. Donc là, ça nous prend aux tripes. Et on se dit, ça y est, c'est chez nous. Et moi, j'ai pris ma voiture à plusieurs reprises pour voir si ça bouillait pas dans le quartier. Sur la période des moissons, ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement. Une moissonneuse qui tape un caillou et avec l'étincelle, ça part. Au début, quand on nous dit qu'il y a des feux sur les contreforts de la montagne Saint-Michel, on ne prend pas tout de suite la mesure de la gravité. Il y avait eu des feux un peu plus tôt sur la montagne du Ménéum qui avaient été jugulés de manière très rapide par les pompiers. Et donc c'est un feu comme un autre. Et au bout de 24 heures, on comprend que c'est pas du tout un feu de même ampleur, que c'est par ailleurs dans des lieux les plus emblématiques du Finistère. Et c'est là où on déclenche la grosse artillerie. Forcément une gestion de crise, comment pallier aux besoins et comment répondre aux besoins avec des moyens limités, comment contenter au maximum les commandants des opérations de secours qui eux sur le terrain ont des demandes, mais on ne peut pas leur répondre, on ne peut pas fournir ce dont ils ont besoin, donc comment essayer de trouver des palliatifs. Rapidement, on a des moyens du 22 et du 56 qui viennent nous aider, mais après c'est loin. C'est-à-dire que pour commencer à constituer des renforts qui viennent de plus loin, c'est des heures, voire 24 heures. C'est très long. On avait la ferme des artisans, on avait les troglodytes qui étaient situés juste au-dessus donc, du départ de feu. Et donc, le temps que les moyens arrivent, avec le peu de moyens, donc, on a réussi à mettre en œuvre un dispositif pour, à minima, donc, assurer et éviter que ces bâtiments soient sinistrés. C'est un événement hors norme pour le Finistère. Déjà de choses, de par l'événement lui-même auquel on a été confronté, sur lequel on n'avait encore jamais été confronté, sur le volume de feu, l'étendue, la vitesse de propagation, et puis également hors norme de par le volume des moyens qui ont été engagés, qu'ils soient terrestres, aériens, ou en interservice, qu'il fallait coordonner. Et donc, à l'issue du feu de Plonéon-Lanverne, je suis parti le soir sur le feu de Brasparts. Et je me rappelle, on était sur la route avant la chapelle. On n'était pas encore à la chapelle, le PC, on était vraiment sur la route. Et là, c'était un défilé de CCF qui partait sur différents endroits, avec vraiment un feu qui s'étendait et qui n'était pas maîtrisé, qui était libre et qui dévorait des centaines d'hectares. Moi, j'ai fait le premier jour. On a été déclenché directement. Alors le feu était déjà bien établi, mais un feu aussi important, moi personnellement j'avais le toit qui est de la région en plus. Donc on se pensait un petit peu à la rouille tout seul, quoi, en fait. On pensait que c'était réservé au sud de la France, et puis au final, oui, c'est vrai. On s'aperçoit que c'est venu en Bretagne plus qu'on le pensait. Et qu'on a des feux, des vrais feux, quoi. C'est pas des petits foyers, quoi. Mais on voit aussi les hommes au sol, comment ils travaillent, et puis en plus, pour beaucoup, on les connaît. Pour certains, même proches, ces feux-là, il y a des véhicules qui ont brûlé, et des collègues qui étaient pris au piège. Donc c'est vrai que nous, on est là aussi, et pour la reconnaissance, mais éventuellement pour voir extraire assez rapidement des pompiers qui sont là.
Dans les premières heures, les premières heures c'est presque les premières 12 heures, le feu court, et la priorité ultime c'est de protéger les personnes. Une des questions qui est posée assez rapidement, c'est où on a prélevé de l'eau et à peu près quel volume, parce qu'il faut le mesurer pour l'impact sur l'écosystème. Ce qui revient aussi, c'est des landes qui ont brûlé, qui sont des landes rares, voire uniques en France. Et là où à un moment on est tiraillé, et là c'est une vraie question, mais quelle est la meilleure solution pour arrêter le feu? On est sur des tourbières, donc des feux qui sont courants en surface, mais également en sous-face. Soit on continue d'arroser pendant des heures, des jours, des mois, et d'ailleurs on a vu en Gironde, ça a duré des mois encore après, soit à un moment il faut aller creuser. Et là, c'est quel bénéfice on a, c'est-à-dire qu'on arrive à éteindre le feu, mais à la fois, est-ce qu'on n'est pas délétère pour l'environnement? Est-ce qu'on ne va pas faire des dégâts? Mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ça fait 50 jours qu'on lutte. De toute façon, il faut y aller, quoi. Faut bien, à un moment ou à un autre, faut que ça se termine. Donc on décide de faire du terrassement, qui peut-être est en partie délétère, mais la décision est prise de le faire parce que le bénéfice est grand aussi. Moi, quand je l'ai appris, j'ai eu beaucoup d'émotions. Je suis finistérien. Je vais randonner très régulièrement sur la montagne, sur le Tuchencador, dans le Lyonnais, enfin tous ces lieux fantastiques qui symbolisent le Finistère. Et donc voilà de l'émotion. Ouais. Alors, lorsque j'ai appris que les monts d'Arrée brûlaient, déjà ça m'a rappelé mon enfance où ils ont déjà brûlé. La deuxième chose, c'est que moi j'ai fait le lien avec le réchauffement climatique et l'urgence à modifier nos comportements, l'urgence à rentrer vraiment dans les transitions. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est d'entendre qu'on avait abîmé profondément la Terre. On avait, et je le dis au sens botanique, on avait abîmé la terre, on avait abîmé la tourbe, on avait abîmé ce qui s'était installé là depuis des centaines d'années. C'est ça qui m'a fait le plus mal. Évidemment, j'ai une pensée pour les pompiers, qui je sais ont risqué leur vie, et puis les agriculteurs qui ont participé à la lutte contre le feu. Mais là, ça brûle profondément et ça montre qu'il se passe quelque chose. J'y ai participé, le centre du Cap-Cinéen y a participé. Pourquoi? Parce que dès les premières heures, en fait, notre véhicule qu'on venait de recevoir une semaine auparavant, tout neuf, a été engagé dès le départ. Et nous sommes restés à peu près 30 jours d'affilée sur ce feu-là. Pour le CIS Inizan, on a envoyé environ une quinzaine de personnes, donc surtout de la totalité du feu. Nous, maintenant, on n'a pas de spécificité feu de forêt, donc on n'a pas de camion pour ça. Maintenant, à un moment, il a bien fallu être large dans la recherche, et donc Inizan a répondu présent, comme tous les centres de secours du département. C'est vrai qu'on peut parler du feu du siècle. En tout cas, je crois qu'au niveau climatique, ça ne fera que augmenter. Et donc on voit aussi qu'au niveau de la direction, du coup, il y a une volonté aussi de vraiment revoir la copie et de s'orienter vers plus de moyens. Et de se dire que le point de départ du feu était quasiment au pied de la chapelle, ouais, ça faisait peur. Maintenant, de savoir qu'elle a été préservée, et ce qui est marrant, c'est que tout a brûlé autour, sauf la chapelle. Ouais, ça fait vraiment se poser des questions sur le pouvoir divin quelque part. C'est quand même notre montagne, donc c'est notre milieu dans lequel on va se promener, donc c'était assez perturbant, si je puis dire. Le sentiment quand on arrive sur l'intervention et quand on voit le panache de fumée énorme autour de la chapelle Saint-Michel, se dire, et globalement des monts d'Arrée, et de se dire, mais quels vont être les dégâts qui vont être issus de ce sinistre-là. Et là, on a envie de vraiment tout mettre en place le plus rapidement possible pour que derrière on puisse préserver en fait ce patrimoine qui nous correspond, qui est l'ADN en fait du cœur du Finistère. Et ça a été un événement qui fera date, et pour tous nos sapeurs-pompiers, je pense, dans leur carrière, cette date restera marquée. Ma motivation pour devenir sapeur-pompier, elle est apparue lors de mon stage d'école d'ingénieur. Depuis tout petit, je me suis dit, je serai pompier volontaire. Ça, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est quelque chose qui était ancré. Dans ma famille, personne n'est sapeur-pompier, quoi. J'y suis vraiment rentré par hasard. Je crois que je pourrais pas l'expliquer, en fait, tout simplement parce que ça vient de mon enfance. Moi, j'ai toujours perçu le métier de sapeur-pompier comme quelque chose que je voulais faire. Expliquer, je pense que c'est plus dans mes tripes, tout simplement. Alors, en fait, c'est vraiment un pur hasard.
parce que je connaissais pas du tout le milieu des pompiers. Moi, à part la sirène qui sonnait tous les premiers dimanches du mois, je n'avais vraiment aucune connaissance du milieu pompier. Quand j'étais petit, je pense qu'avant de dire papa, maman, je pense que je disais déjà pompier. Ça m'est pas tombé dessus quand j'étais petite, j'ai découvert ça à un certain âge, à 20 ans, et j'ai tout su dessus, c'était ça que je voulais faire. Pour ma part, j'ai baigné dans le milieu de sapeurs-pompiers, puisque mon père était sapeur-pompier. J'ai une sœur plus jeune que moi, mais qui a été sapeur-pompier. Sans vouloir faire cliché, mais c'était un rêve de gamin déjà à l'époque. À l'adolescence, j'avais voulu déjà m'engager en tant que jeune sapeur-pompier, mais j'étais trop jeune pour pouvoir m'engager. J'ai fait une école d'ingénieur en génie de la construction et l'environnement à Chambéry. J'avais donc un stage à faire en dernière année. Il y en avait un qui était proposé par le Conseil général de la Drôme, qui était l'analyse des pollutions et des risques industriels sur le département. Le SDACRE n'existait pas à l'époque. Et le département avait la volonté d'avoir une cartographie un peu des risques qui existaient sur le département, en termes de pollution, de production, etc. J'ai pris ce stage. Et lorsque je suis arrivé au conseil général, on m'a dit, écoute, il y a beaucoup de travaux, on n'a pas de bureau, et comme tu fais une analyse des pollutions et des risques industriels, on va te mettre avec les pompiers. Avec les pompiers, moi les pompiers, c'était des gros camions rouges, j'ai pas de famille, j'ai pas de volontaire, j'ai rien, je connaissais pas. Et je me suis retrouvé dans la caserne à Valence, et je suis tombé sur le SDIS, la direction. Et là j'ai découvert le vrai monde pompier. La prévention, la prévision, l'analyse des risques, la formation, le RH, le médical, la logistique, tout ce qui est lié. Et en fait, lorsqu'un engin part en intervention avec du personnel, le public n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière pour que ce personnel soit recruté, vu, médicalement apte, formé, équipé, la totale de ce qu'il y a là pour que l'intervention se passe bien. Et en fait, ce stage pendant 5 mois, où j'ai navigué avec un maître de stage qui était aussi au SDIS, le capitaine Baudroy à l'époque, le virus a pris. C'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait mon service militaire, et de là, j'ai passé le concours de capitaine. Ça a marché, ma carrière a débuté. Mais c'est ce stage qui m'a fait découvrir un monde que je ne connaissais pas, qui est génial, et depuis, j'ai jamais été déçu. En fait, durant mes études, j'ai suivi une formation à la Société nationale de sauvetage en mer pour pouvoir travailler l'été en tant que surveillance sur les plages. Et durant cette formation, on a été visiter un centre de secours, donc le CSP Brest, et puis il y a un commandant du 10-29 qui nous a parlé des sapeurs-pompiers et qui nous a dit, si vous habitez une petite commune, n'hésitez pas à vous présenter dans le centre de secours de votre commune, peut-être qu'ils cherchent des volontaires. Et en fait, je suis arrivé comme ça, chez les sapeurs-pompiers volontaires. Je suis allé voir le centre de secours de ma commune. J'ai appris aussi à le découvrir en tant que volontaire, très jeune, à l'âge de 17 ans. Ça a validé en tout cas mes premières intentions. Et par la suite, oui, j'ai eu la chance d'évoluer en tout cas dans mon métier. Et en fait, il n'y a pas un seul jour où j'ai regretté en tout cas de devenir ou d'être sapeur-pompier volontaire ou professionnel. Et c'est dans mon milieu professionnel, en tant qu'aide-soignante, où une collègue de boulot était pompier et parlait de ce qu'elle faisait et de ce qu'était un sapeur-pompier. Et de là, je me suis dit, oui, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Donc j'ai poussé la porte de la caserne et je suis allée voir Jean-Jacques, qui était fraîchement promu chef de centre, justement. Et de là, tout est parti. De tout le temps, les pompiers, ça m'attirait. J'ai eu cette chance à 16 ans d'intégrer les sapeurs-pompiers d'Audierne, de faire mon cursus et d'enchaîner les stages rapidement. Même si je passais par les pompiers volontaires pour voir physiquement, moralement, si dans ce milieu d'hommes réputés physiques, etc., si j'avais ma place et si je pouvais prétendre à rentrer chez les sapeurs-pompiers, puisque j'avais personne moi, dans la famille qui était pompier, ça m'a tout de suite plu. La première chose qui m'a plu, c'est de pouvoir se rendre utile et d'aider les autres. Et puis ensuite, il y avait l'aspect environnemental. Ça me plaisait. Et puis après, le troisième aspect, c'était aussi cet esprit groupe. La camaraderie, l'esprit de corps, la cohésion, l'esprit d'équipe. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ce métier. Alors à l'époque, c'était en 97, je vous parle de ça. Mes parents ont eu peur pour leur fille, puisqu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes encore chez les pompiers, donc ont eu un peu peur. Malgré tout, moi je me suis dit je vais poursuivre mes études et puis je vais rentrer chez les sapeurs-pompiers volontaires. Donc je suis rentrée quand j'étais étudiante à Reims comme pompier volontaire. J'ai baigné dedans, à une époque où même le téléphone, le 18, arrivait au domicile de mes parents. Puisque mon père avait le téléphone le 18 en dehors, on va dire, des heures ouvrables à l'époque. Moi, je ne suis pas du tout issu du sérail sapeur-pompier, parce que j'ai aucun membre de ma famille qui était sapeur-pompier, qui soit professionnel ou volontaire. Ce qui m'a motivé, c'est ce que j'ai pu en voir comme ça de l'extérieur, c'est tout ce qui concerne déjà le travail collectif, le travail d'équipe, que j'ai toujours moi apprécié, parce que j'étais dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de sport collectif, donc j'ai toujours aimé cette notion de sport collectif, et donc j'ai toujours aimé cette notion de travail collectif. Je trouvais que le métier
métier de sapeur-pompier s'apparentait beaucoup à ça, et c'est ce que je vois au quotidien, c'est qu'on est vraiment sur un travail collectif permanent. La deuxième raison, c'est le sens, le sens du travail qu'on mène. Moi, je voulais travailler pour un service public. Quoi de mieux au niveau service public qu'être sapeur-pompier par rapport à tout le travail qu'on fait au quotidien et par rapport à tout ce qu'on peut apporter à nos citoyens dans les secours, dans l'accompagnement. Moi, mes motivations pour être sapeur-pompier, elles sont nombreuses. J'aime le contact que nous avons avec la population, et j'aime beaucoup le contact que l'on a avec les sapeurs-pompiers entre nous. Et cela à tout niveau, de l'équipier jusqu'au chef de site. J'aime les échanges, j'aime les valeurs qui nous animent, et j'aime la capacité que nous avons à nous organiser pour lutter contre des événements qui sont désastreux, pour en fait servir comme il faut la population et répondre à nos missions. Et finalement, c'est à l'âge de 16 ans où j'ai eu le déclic et j'ai décidé de prendre mon vélo, de partir à la caserne pour chercher un dossier d'inscription. Mes motivations, c'était principalement d'apprendre de nouvelles choses et surtout d'apprendre des choses qui puissent être utiles dans le cadre d'un engagement plutôt citoyen et avec une appétence particulière pour tout ce qui concernait le secours. Donc ça a été ça le début de ma démarche pour rentrer chez les pompiers. La motivation au départ, c'était justement mon père qui était pompier, et on habitait juste devant la caserne à Bénodet. Mais je crois très sincèrement que c'est aussi cette motivation de vouloir aider les autres. J'ai voulu devenir sapeur-pompier pour aider les gens. C'est dès l'enfance, j'avais plusieurs métiers qui me plaisaient, et il y avait déjà celui de sapeur-pompier. C'est au cours de mon service militaire, après mes études, j'ai demandé à aller à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Comme ça m'a plu, je me suis engagé à la BSPP. Avant d'être pompier, j'ai été nageur sauveteur sur les plages en tant que BNSSA. Et en fait, donc, j'ai passé mon PSE1, qui est donc un peu l'équivalent de ce qu'on passe là, enfin que les stagiaires passent en SWAP. Donc du coup, c'était vraiment une découverte et du secourisme et du milieu pompier. Je connaissais pas du tout ce milieu-là. Forcément, ça m'a marqué, parce que en fait, ça a été la première étape de ma carrière professionnelle. Parce qu'avant cette semaine-là, je m'orientais vers le commerce. Et donc là, ma vie a basculé, et donc j'ai passé le concours de pompier professionnel. J'avais 14 ans, je suis rentré dans une association de secourisme. Et rapidement, j'ai rejoint les sapeurs-pompiers volontaires à l'âge de 16 ans. Cette activité m'a tellement plu que j'ai souhaité en faire ma profession. Je suis natif des Côtes-d'Armor, et j'avais mes parents qui avaient un commerce à proximité d'une caserne de sapeurs-pompiers. Et à l'époque, il y avait un chef de centre qui était quelqu'un de Poigne, un ancien pompier, qui avait un charisme énorme. Et donc, moi, je le voyais intervenir. Et à un moment, effectivement, ils ont créé les jeunes sapeurs-pompiers. Moi, j'avais 14 ans à peu près. Et donc, j'aimais le sport. Et donc, je suis parti dans cette spécialité de JSP. Ça m'a plu. Et puis, je suis arrivé sapeur-pompier volontaire à 16 ans, jusqu'à 18 ans, après la brigade, pompier de Paris pendant 18 mois, et après je suis passé professionnel dans la foulée, dans l'Île-de-France, pour arriver dans le Finistère. Ma priorité, effectivement, c'était porter assistance aux gens. Voilà, c'était porter assistance aux gens, aider les gens. C'est d'abord le don de soi. Je pense que bien souvent, quand on épouse cette profession, c'est qu'on souhaite venir en aide à autrui. Donc voilà, c'est cette générosité, ce courage, puisque beaucoup de devises chez sapeurs-pompiers, c'est le courage et le dévouement. Ensuite, c'est la probité. Je pense que bien souvent, c'est l'image que le sapeur-pompier aussi donne. Hein. C'est quelqu'un qui, on l'espère, essaie d'être droit. Ouais, Tico, ça va. Félix, allez. Bon. Tu restes seul là ? Auparavant, on appelait bien souvent les sapeurs-pompiers les soldats du feu, alors que maintenant, on parle plutôt du technicien des secours, puisque le secours à personne représente plus de 80% de nos interventions. Près d'une centaine de métiers, on est aussi bien appelé pour des risques technologiques, pour des personnes tombées dans les falaises, pour des personnes qui se noient. Donc, il faut pouvoir se former. Donc, nous avons un certain nombre de spécialités également au SDIS 29 pour pouvoir répondre à toutes sortes de demandes de secours. On le hisse en partie haute.
Dans le département, on compte 15 spécialités ou spécialisations issues d'expériences où on a eu un besoin, et donc on a répondu à ce besoin, ou également une analyse en amont des risques du département. On retrouve notamment dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, le DACR. Donc au total 15 spécialités ou spécialisations, donc la différence entre les deux, une spécialité repose sur des agents formés spécifiquement au sein d'un centre de secours ou d'une unité territoriale pour répondre à un besoin. On constate notamment le SMP, sauvetage en milieu périlleux, les plongeurs, les sauveteurs aquatiques de surface, le sauvetage également qui s'appelle maintenant les unités de USAR, donc unités de soutien, d'appui et de recherche, les sauveteurs héliportés, etc. Donc c'est vraiment sur des personnels formés avec des niveaux de qualification d'équipier jusqu'à responsable d'unité. Fardec-Mul, on est demandeurs, Faribalise et aussi la mairie de Pamar est aussi demandeur. Les exercices ont été réalisés avant l'ouverture au public, et d'autant plus que c'est un phare très fréquenté aussi, et on a déjà eu l'occasion d'intervenir pour évacuer une personne qui arrive au niveau du campanile, et en général ce sont des personnes qui ont des soucis de santé et qui n'ont pas su mesurer de par le nombre de marches à monter, et se retrouvent en difficulté. Et effectivement, si on n'a pas de possibilité d'évacuation par l'extérieur, mais j'entends là évacuation avec hélicoptère, on peut être amené à faire deux types d'évacuation, une évacuation par l'extérieur, en fonction de là où va se situer, on va dire, la victime, ou alors par l'intérieur au niveau du fût. On a ces avantages de pouvoir travailler sur des sites qui sont au final des lieux d'intervention pour nous. Donc c'est un avantage aussi de pouvoir aller sur le terrain comme ça. Il n'y a pas si longtemps, on était sous l'appellation GRIMP, qui était le groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux. Et depuis peu, on est passé sur une nouvelle appellation qui est proprement dit le SMPM, donc secours, milieu périlleux et montagne. De par, on va dire, la typologie et géographie nous concernant sur le secteur ouest, on a supprimé le M, montagne, pour rester sur secours au milieu périlleux. Avant tout, évidemment, il faut être sapeur-pompier professionnel ou volontaire, puisqu'on a dans le département des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans la spécialité. Elle vient se rajouter en plus, puisqu'on l'a dit, c'est une spécialité. Pour autant, on a différents niveaux de compétences aussi attendus, qui sont proprement dit les équipiers ou sauveteurs dans la spécialité, des chefs d'unité et des conseillers techniques ou appelés aujourd'hui référents département. Ce qui fait que c'est ma position aujourd'hui, je suis le référent départemental, mais aussi avant tout chef d'unité sur un aspect opérationnel. Pour autant, les sapeurs-pompiers qui veulent intégrer la spécialité, on leur fait passer des tests de sélection qui sont ni plus ni moins que les tests ICP, indicateurs de conditions physiques, des tests de sensibilisation à la hauteur, des tests sur des questions posées sur notamment le SPCC, l'eau de sauvetage et de protection contre les chutes. Et à l'issue, on fait aussi un entretien avec les candidats intéressés de façon à mieux les connaître. Sur l'aspect physique, on leur demande surtout de montrer leur motivation et de ce qu'on attend aussi pour un engagement dans la spécialité. On n'a pas besoin d'être Superman, ce qu'on demande c'est surtout d'être motivé, dynamique et vraiment intégré dans la spécialité. La spécialité sera sollicitée dans des domaines ou des champs d'intervention où les moyens traditionnels de sapeurs-pompiers sont inefficaces, voire inexistants. Parallèlement, on a les spécialisations, c'est le cas de nous du risque animalier, c'est-à-dire qu'on a spécialisé des centres de secours. Parmi ces centres de secours, on a des personnes formées chefs d'unité, mais tous les agents du centre de secours sont amenés à exercer cette spécialisation. Les pires moments, bien sûr, il y a les pires moments opérationnels. Des éboulements que j'ai connus notamment en Guyane, des accidents de la circulation, des incendies avec des enfants retrouvés décédés. C'est une maman dans sa voiture qui était vivante et par contre son fils était décédé et son petit garçon était décédé et elle me demandait des nouvelles de son fils. Parce qu'en plus on est concentré pour prendre en charge la victime, la famille derrière a aussi des émotions.
dans des situations qui sont parfois dramatiques. Et c'est justement essayer d'apporter notre soutien, aussi mince soit-il, à ces personnes qui finalement sont aussi en détresse parce qu'ils ont un de leurs proches qui va pas bien. Et je pense que c'est ça pour moi les moments les plus difficiles. Ouais, c'est les accidents de la route qui sont, je pense, le plus marquant. C'était une veille de congé estival. Je quittais le département de la Marne le lendemain pour revenir auprès de mes racines bretonnes. Et là, on fait un accident de la route, un choc frontal très violent. Et là, on a le décès de 4 enfants. On est face à des choses pas toujours très gaies. Au coin de notre tête, on a plein de souvenirs comme ça. La petite jeune fille, elle a fait un AVC à ses 10 ans, le jour de son anniversaire. Donc pour moi, c'était plein de petites choses en fait. C'était le fait qu'elle ait son anniversaire, le fait qu'elle ait passé un moment de joie en fait avec ses parents et sa famille, et que tout d'un coup, en une fraction de seconde. Les mauvais moments, je crois que c'est plusieurs en fait, plusieurs sur plusieurs années, tout simplement, qui marquent. Moi-même, j'ai été touché d'un point de vue familial avec une jeune cousine. Un des pires moments était aussi le drame de Pinfeld où bousculade qui a entraîné plusieurs décès, et là c'était assez compliqué. Probablement la disparition de collègues proches, de travail avec qui vous êtes au quotidien et qui du jour au lendemain disparaissent. Pour moi, c'était la perte de mon chef de centre en 2021, je crois. Voilà. Pour moi, c'était un des plus durs moments effectivement à vivre en tant que pompier. Et moi, notamment, aussi une situation qui a été très difficile à gérer, c'était le suicide d'un collègue il y a quelques années où j'étais engagé en tant que chef de groupe et il a fallu gérer les collègues et la famille et ça a été très compliqué. Dans notre caserne, on a subi 2 décès coup sur coup entre un jeune sapeur-pompier qui a eu un accident de moto et puis ensuite notre chef de centre qui s'est malheureusement donné la mort. Le pire moment, c'est la perte d'un pompier volontaire sur intervention. Celui-là, il m'est resté. Sur le plus petit centre de la compagnie que je dirigeais, ils étaient 19. Ils sont partis à 19, ils sont rentrés à 18. Le chef de centre que je vois qui était en pleurs dans les combles de la maison qui était en train de brûler, parce que c'était son adjoint qui était en train de se faire masser et malheureusement il n'y a plus rien à faire. Il était en pleurs. Il dit mais écoute, je vais te dégager. Non, je veux finir mon intervention. Il faut savoir l'écouter. Tu finis l'intervention. C'était une manière de rendre hommage. J'ai encore des frissons, tu vois, mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué. J'ai pas envie de le revivre. J'espère que je le revivrai pas. Aujourd'hui, je suis à un autre niveau de commandement, donc voilà, il y a peut-être un peu plus de distance. Ça va, je revois encore la maison, je revois mon arrivée, je revois les engins, je revois les gars, je revois c'est horrible. C'est horrible. Les pires moments, je dirais que c'est... Il y en a 2 pour moi. C'est une intervention très très difficile. Je sais pas si je vais pas m'étendre dessus, mais bon, c'est les interventions où on a des décès d'enfants. Et la perte de notre adjoint chef de centre. C'est vraiment, je pense que c'est ce qu'on a eu de plus dur, qu'on a fait en intervention. Et ça a été très 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 dur de passer ce cap. Évidemment, le départ de mon adjoint, ça c'était le pire. Ça a été la catastrophe. Pour tout le centre de secours, c'était une catastrophe. Oui, on voyait bien qu'entre eux, c'était 2 frères presque, quoi. C'est ça. Il générait vraiment une saine émulation, je pense, au sein de la caserne, à 2. Jean-Jacques a continué derrière, mais forcément après c'était plus dur pour lui. Heureusement qu'il y avait Jean-Jacques. Clairement, je pense que Jean-Jacques, c'était celui qui était le plus proche de Guy. Et je pense que c'est grâce à lui qu'il a réussi à remonter la pente. C'est une grosse intervention qu'on a fait sur Plogoff où il y a 3 membres d'une même famille qui ont été emportés par une lame sur une île. Une journée magnifique, ensoleillée, par contre avec une mer complètement démontée. Et j'étais à mon domicile, je suis déclenché par le code 10 pour une personne tombée à l'eau. Donc je quitte mon domicile, j'étais en transit pour aller sur les lieux. Le code 10 me rappelle en me disant qu'il y avait une 2e personne à l'eau, potentiellement une 3e. Dès que je suis arrivé sur place, j'avais l'ambulance justement du Cap Sizun qui, comme c'était sur notre secteur d'intervention, qui arrivait en même temps que moi.
La première chose qu'on a eu à faire, c'est de prendre en compte les 3 membres de la famille qui, eux, étaient rescapés, qui n'avaient pas été emportés par la vague, qui étaient prostrés et choqués sur le bord de la côte. Et malheureusement, on n'avait aucun visuel dans un premier temps sur les 3 personnes qui étaient tombées à l'eau, à savoir 2 adultes et un enfant. Quand on intervient sur des épisodes dramatiques, vous avez des creux de 3-4 mètres, avec une petite embarcation qui est très très robuste, avec du personnel qui est formé, qui a l'habitude. Ce sont les SAF qui sont allés chercher dans les rouleaux, dans les rochers. Donc ça a vraiment marqué les SAF qui ont participé à cette intervention. C'est la première intervention où je vois 3 hélicos en même temps. Le Caïman de la Marine, le Dragon 29 et le Tonnerre 29. Et c'est très rare, on avait même les drones qui étaient présents sur place, on avait les chiens du Sino, parce que les chiens de Sino, on peut les mettre sur le nez du Zodiac et ils arrivent à retrouver les corps immergés. On avait les plongeurs de Quimper et Brest, on avait le PC, on avait 4 ambulances, on avait le Graphe. À l'aspect dramatique de l'intervention, on a toujours cette carapace où on essaye de se mettre une carapace un petit peu pour se protéger en fait. Mais sur cette intervention-là, moi j'ai 3 pompiers du centre où on a été obligé de discuter beaucoup de l'intervention en fait pour faire redescendre cette tension. 5 à 6 heures après le début de l'intervention, fin d'intervention pour le personnel sur le terrain, et là quand on est arrivé dans cette salle polyvalente à Plogoff pour faire ce débriefing d'après intervention, cette notion de diffusing, la première personne qui a parlé c'était le maire de Plogoff. Et il a réussi à tenir 2 minutes et il est tombé en larmes parce que dans son rôle d'autorité municipale, il n'avait jamais subi de situation aussi dramatique dans son rôle de maire. Et ça a été compliqué quoi. Et derrière en fait, moi c'est à ce moment-là en fait que je suis sorti de mon intervention, de mon cadre opérationnel. C'est de voir le maire qui subit. C'est quelque chose quand même. C'est là que je dis tiens, merde, on fait une grosse intervention. Tu vois. Les gens étaient en souffrance. Certains ont stoppé la spécialité. On peut intervenir sur le littoral au niveau falaise, c'est ce que l'on retrouve aussi sur le département. On a quelques interventions dominantes sur la presqu'île, de par sa fréquentation notamment touristique aussi. On a aussi la partie qui est plus, on va dire, côté mer, mais elle sera réalisée par nos fameux sauveteurs héliportés qui sont tantôt nautiques et tantôt IMP, donc intervention milieu périlleux. Nous, on fait partie du groupement hélicoptère qui dépend du groupement des moyens aériens et qui dépend de la sécurité civile de la direction générale, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Le rôle du Dragon 29, c'est assister les secours. L'avantage de l'hélicoptère, bien évidemment, c'est la vitesse. On arrive beaucoup plus rapidement à l'hôpital que par la voie routière. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut récupérer aussi des victimes dans des endroits inaccessibles. Pour tout ce qui est mission secours, on intervient aussi bien sur terre que sur mer, de jour comme de nuit. On est déclenché par 3 organismes, le CODIS, le SAMU et le CROSS pour toutes les opérations maritimes. À Quimper, on est 6 personnels, 3 pilotes, 3 mécaniciens, opérateurs de bord. On est tous, à part Nico, qui est un ancien pompier de la base de Paris, la BSPP. Autrement, on est tous d'anciens militaires, à Quimper principalement de la marine, et Mathieu qui vient de l'armée de l'air. On est pilote commandant de bord, le chargé de la navigation de l'appareil, le mécanicien opérateur de bord a un but d'assistance de vol, également de treuilliste lors des opérations de treuillage. La spécialité SH est née il y a plusieurs années déjà, puisque les Dragons entraînaient beaucoup de personnel. On s'est aperçu que ça mangeait beaucoup de potentiel au niveau de l'hélicoptère. Il est venu l'idée de centrer les entraînements plutôt sur un pôle de personnel limité. C'est comme ça que sont nées les unités SH. Avant tout, on est des pompiers,
c'est faire au niveau terrestre, c'est le tronc commun des pompiers, hein, c'est d'intervenir sur la terre. Les SH nautiques ont choisi la spécialité de plongeur, donc en plus ils ont une capacité à intervenir en milieu maritime. Et quand ça devient du milieu périlleux, comme les éoliennes, comme les manèges, les grues ou alors des falaises, eh bien on fait appel aux sauveteurs milieu périlleux qui eux, c'est leur spécialité d'intervenir là où il y a du vide. À Pénière par exemple, on est souvent amené à utiliser les deux spécialités en complémentarité, puisque on est sur du milieu périlleux au niveau de la falaise, et au pied de la falaise, c'est du nautique. Alors là, on a simulé une victime coincée en falaise. Le but était d'aller la chercher donc, en toute sécurité. Donc pour ça, on a des procédures. Là, on utilise deux types de sauveteurs. On utilise le sauveteur SMP, en milieu périlleux, et le sauveteur nautique. Alors dans un premier temps, une fois qu'on a localisé la victime, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre nos sauveteurs SMP, sauveteurs milieu périlleux, parce qu'eux sont habitués à être suspendus à des cordes, à être accrochés, sécurisés. On va d'abord en descendre un. Là, ils vont faire un bilan pour prendre en compte l'environnement et prendre en compte un peu la victime. La victime nécessitait une récupération par civière. La civière, ça permet d'allonger la victime pour les cas plus graves. Dans ces cas-là, on a descendu un deuxième SMP, sauveteur milieu périlleux, afin qu'à deux, ils puissent initier cette victime. La petite particularité en falaise, c'est qu'ils doivent travailler tout le temps accrochés sur une ligne de vie, un peu comme un parcours à croc-branche. On les laisse travailler pour s'éloigner un petit peu avec notre hélicoptère pour éviter de faire du bruit et éviter de faire du souffle également. Et une fois qu'ils sont prêts, donc en général ça dure en fonction de la pathologie et des cas, ça dure 15-20 minutes. Et une fois qu'ils sont prêts, ils nous rappellent par radio. Nos deux sauveteurs SMP restent en bas et on descend un troisième sauveteur, le sauveteur aquatique, qui lui a un petit peu plus d'expérience parce qu'on fait un petit peu plus de vol avec eux. C'est lui qui est en charge de récupérer la civière. Donc on va le descendre et il va s'accrocher à la civière. Une fois que la civière est délongée de la ligne de vie, tout le monde va remonter. Voler avec Dragon 29, tous les SH doivent avoir des prérequis, un certain nombre de vols par an, différents types de treuillage, donc treuillage terrestre avec civière, treuillage maritime sur un bateau, un voile treuillé au moins une fois par an dans l'eau, un naufragé. Il faut aussi qu'il y ait un treuillage de nuit. Ensuite, il y a une autre obligation qui vient se rajouter à ça, c'est qu'ils doivent effectuer au moins 2 treuillages tous les 90 jours. Pour ce qui est des grimpeurs, ils ont également des treuillages civière en falaise, au moins un par semestre, et ils doivent également effectuer un treuillage sous charge, c'est-à-dire aller chercher quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui pratiquait l'escalade, qui a un harnais et qui s'est retrouvé en difficulté, suspendu à sa corde, qui est pris sur son harnais. Comme tous les sapeurs-pompiers, on doit répondre à l'indice de capacité physique. Seul le pilote et le mob peuvent rien faire, on ne peut pas faire un secours K2, donc c'est le sauveteur qui appartient au 10. Qui va descendre et qui va aller au contact de la victime. Le MOB, c'est le mécanicien opérateur de bord. On est chargé de la mise en œuvre de l'hélico au sol pour qu'il puisse voler. Donc tous les jours, on fait sa petite visite avant vol, puis après la journée. Et puis on est l'assistant en vol pour aider le pilote. Il aide au pilotage. Et par rapport au SH, la liaison le SH et le MOB, c'est à la porte pour le treuillage principalement. Les mobs qui travaillent sur Dragon ont une grande expérience. Des gens qui ont fait des milliers et des milliers de treuillages. Ils observent tout de là-haut. J'ai même vu des fois quand on pouvait faire des erreurs, c'est eux qui disaient au SH en bas, en remuant le câble, fais attention, t'as oublié de faire ça, ou alors regarde là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu nos anges gardiens de là-haut. Ils ont toujours un œil sur ce qu'on fait. On travaille vraiment dans grande confiance et en complémentarité tout le temps. En fait, ce type d'exercice, ça permet de coordonner tous les gestes avec les différentes spécialités qu'il peut y avoir, de façon à ce qu'on ait des gestes précis, rapides mais précis, pour que le pilote reste le moins longtemps possible en stationnaire.
Nous, on est en charge en fait de tenir une verticalité par rapport à la zone de treillage, et le mob, c'est nos yeux. Donc c'est lui qui nous guide, que ce soit en terrestre ou sur un bateau, mais c'est encore plus important sur un bateau. C'est lui qui va vraiment nous guider pour être à la verticale au moment du déjaugeage de la victime ou de la dépose du sauveteur. À Quimper, on a fait le choix en 2003 de former 20 sauveteurs héliportés, ce qu'on appelle des SH, et ce sont tous des plongeurs du centre de secours de Quimper. Il y a une formation initiale au départ qui dure à peu près une semaine, c'est sur un tronc commun, et ensuite, régulièrement, il y a des entraînements hebdomadaires avec eux. On forme également les SMP, anciennement les grimpes. La semaine de formation initiale dure 5 jours, elle est dense. Le matin, on fait du drill, c'est-à-dire qu'on répète l'exercice qu'on doit faire l'après-midi. Le drill, c'est important, c'est l'automatisation des gestes. Ça permet, quand on est en situation, de ne pas avoir son cerveau monopolisé par les gestes qu'on doit effectuer. Ça permet de garder une partie du cerveau libre pour l'observation de l'environnement, l'anticipation, pour l'écoute, s'il y a un souci, ou la victime aussi. Après, il faut aussi vérifier tout ce qu'on fait. Il ne faut pas compter que sur cette automatisation, il faut quand même vérifier que les choses ont été bien faites. Le SH travaille souvent seul, ce qui est rare chez les sapeurs-pompiers. L'après-midi, on commence progressivement, on va faire des tournages simples. Attention, les sauveteurs sont quand même des gens très sportifs. Hein. Ouais. Alors, peut-être qu'ils le cachent, certains le cachent, mais c'est vraiment une condition physique, ils font du sport tous les jours. C'est un peu. C'est de la base du métier. Il n'y a pas que la condition physique, il n'y a pas que la corde. Faut être SH, non, faut surtout pas être, faut pas être Rambo, faut être réfléchi, faut être capable d'anticiper beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, pour les anticiper. Il faut avoir les gestes sûrs. Quand on accroche la victime, il faut être sûr que ce soit bien fait. C'est hors de question qu'il y ait un décrochage. Que ce soit pour la victime ou pour nous-mêmes, il faut avoir une bonne vision de son environnement, voir les problèmes qui pourraient être susceptibles d'arriver. Il faut vraiment les anticiper pour que la mission se passe le mieux possible. Beaucoup d'adrénaline, on a le rotor qui tourne au-dessus de notre tête, on se fait patrouiller sur des endroits improbables, des phares, des rochers, des falaises, des bateaux. Il y a toujours du bon, puisque nous avons, et ça c'est une pratique chez les sapeurs-pompiers, de pouvoir réaliser après chaque intervention, ça s'appelle un retour d'expérience, donc le rétexte. Le retour d'expérience en matière de prévention et d'analyse des risques, en fait, ça a été de redéfinir complètement avec les différents services, hein, parce qu'on n'est pas tout seul, le maillage de circulation que l'on a à l'intérieur des massifs. Les derniers grands feux de forêt datent de 1976. La mémoire a été perdue. Et des choses n'ont pas été entretenues, des chemins n'ont pas été entretenus, des points d'eau n'ont pas été entretenus parce qu'on a oublié qu'on a eu les feux de 1976. Et là, ça a recommencé. Et donc, ce que ça a apporté, c'est de se rendre compte qu'il existe déjà des dispositifs et qu'il suffit de les remettre en état sur certains chemins, sur certains accès de points d'eau, etc., pour disposer d'un meilleur moyen de lutte contre les feux de forêt qui pourraient se propager. La deuxième chose, et là c'est lié pas forcément à l'analyse des risques, c'est lié à la formation. Les pompiers du Finistère ne sont que 45% aujourd'hui formés au feu de forêt. Et ils n'en font pas tout le temps. Donc c'est de renforcer cet aspect formation, donc revoir les manœuvres pour ceux qui les connaissent, les apprendre pour ceux qui ne les ont pas, et faire en sorte qu'on sache où aller chercher. On n'attend pas le feu, chez nous on va le chercher, mais on va le chercher en sécurité, et il faut savoir le faire. Et ça c'est quelque chose, nous aussi, qu'on avait oublié.
La prise de conscience, elle a eu lieu pour moi dans les années 2000. Mes prédécesseurs ont déjà pris en compte cette notion-là suite à différents événements qui se sont passés dans le massif du Ménésome principalement, qui ont généré déjà cette mise en place de formation FDF dans les années 2000 pour atteindre un résultat qui est actuellement celui dans lequel nous sommes, où nous avons environ 44% de nos personnels qui sont formés au feu de forêt conformément aux textes nationaux. Et le travail qui a déjà été fait par le département du Finistère est important et nous permet de disposer déjà d'un socle qui est solide, sur lequel nous pouvons continuer à bâtir. Et ça a vraiment été lié par rapport aux prises de conscience des prédécesseurs qui sont arrivés dans les années 2000. J'ai entendu beaucoup trop à mon goût que rien n'était fait dans le département du Finistère en feu de forêt avant l'épisode 2022. Voilà, on l'a trop entendu et c'est totalement faux. Parce que le travail qui a été fait par nos prédécesseurs là-dessus, ils sont tous en retraite maintenant, les commandants Prigent, capitaine Jézéquel, capitaine Bello. Ils ont fait un travail phénoménal depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est grâce à eux qu'on est à ce niveau-là actuellement. C'est pas suffisant, mais ça répondait à l'exigence d'un moment, c'était une réponse supérieure à l'exigence d'un moment. Voilà, donc c'est vraiment hyper important de les reverser par rapport au travail qui a été fait. Les événements de 2022 nous ont rappelé alors en nous disant que le risque feu de forêt est bien présent dans nos massifs et qu'il est vraiment important de le prendre en compte. En feu de forêt, les particularités en fait elles sont nombreuses par rapport à un feu urbain. Les principales bien sûr c'est lié à l'environnement où on ne se situe pas dans un milieu fermé, mais bien dans un milieu totalement ouvert, et avec des accès qui sont très limités, avec un potentiel calorifique qui est extrêmement important. C'est quelque chose de très vivant. C'est pas un bâtiment qui brûle, et une fois qu'il est brûlé, le feu de forêt il a sa propre vie en permanence, jusqu'à ce qu'on l'arrête. On l'a vu à Brasparts. Pour éteindre un feu de ce niveau-là, il faut énormément de moyens, que ce soit humains et matériels, pour qu'on puisse venir à bout de cette lutte-là. On va commencer par l'engin emblématique de la spécialité, qui est le camion citerne feu de forêt, le CCF, qui lui peut être de différentes tailles. Il peut être léger, il peut être moyen, ou il peut être super. Et ça définit par rapport à la capacité d'emport de l'eau à l'intérieur des véhicules. Nous avons également les camions citernes grande capacité, les CCGC, qui nous permettent en fait de ravitailler les CCF qui eux sont à l'attaque. On retrouve encore d'autres moyens, là-dessus on parle des bacos actuellement, des bâches à ciel ouvert, qui elles vont servir à avoir un point d'eau qui est le plus proche possible de l'attaque et qui peut être complété par les CCGC mais également par les agriculteurs pour augmenter notre dynamique et notre rapidité à faire le complément d'eau et donc à attaquer de manière pertinente le feu. Nous pouvons compter bien sûr sur l'appui des moyens aériens nationaux, les avions bombardiers d'eau, les ABE ou les hélicoptères bombardiers d'eau lourds, les HBEL. Mais nous avons surtout une organisation propre au département, soutenue par le conseil départemental et par le préfet, qui est organisée en 2 temps. On a un premier temps qui est lié à la surveillance de nos massifs. Un ULM de type virus qui va faire des patrouilles sur l'ensemble de nos massifs à risque, qui sont les montagnes noires, les monts d'Arrée et la presqu'île de Crozon, pour détecter de manière très précoce chaque départ de feu. On s'inscrit ainsi pleinement dans la stratégie globale feu de forêt qui est inscrite au niveau national depuis les années 90. Le deuxième temps est une mission de lutte et d'appui à nos moyens terrestres, qui est la location d'un hélicoptère bombardier d'eau. C'est un hélicoptère qui dispose d'une poche d'eau qui est appelée un Bambi Bucket, qui dispose d'une capacité d'eau d'environ 1000 litres. Alors 1000 litres ça semble peu quand on arrive sur un feu qui est établi. 1000 litres sur le feu de Brasparts, c'était anecdotique. Néanmoins 1000 litres sur un début de feu, c'est énorme et ça nous permet en fait d'annihiler directement le départ de feu.
Pour la formation FDFEN, formation de feux de forêt et d'espace naturel, elle se situe donc sur la commune du Hellouat et c'est ce qu'on appelle une formation intégrée. C'est-à-dire que chacun joue son rôle. Nous formons donc les FDF1, qui sont donc les équipiers, en même temps que les FDF2, qui sont les chefs d'agré. L'idée est simplement de pouvoir mettre les gens à leur place pour que derrière ils soient dans leur environnement qu'ils vont rencontrer en intervention. De commandement sur un feu de forêt, on va donner des missions à soit un engin unique, soit à 2 engins, soit à 4. Il faut que les personnels qui sont à bord des engins, d'une part, et celui qui dirige l'engin, d'autre part, sachent parfaitement quel type de mission on va lui donner. Ce qui est important, c'est qu'on ait ce relais entre le commandement qui va être sur un PC, qui va regarder une situation globale, vis-à-vis d'engins qui vont aller, eux, sur le terrain, faire une mission très précise. Bonne mission, équipier 1. Tu avances bien au niveau, tu essaies d'éteindre la tête de feu, et tu te rapproches pour atteindre le maximum, et après on reviendra en arrière. Ensuite, si tu progresses, tu fermes ta lampe. Renfort terrestre. 2 GIF. Je demande 2 GIF en renfort, ainsi qu'un échelon de commandement supérieur. Avez-vous bien pris le message? À vous parler. C'est un exercice qui a été co-réalisé par le capitaine Dréan, le lieutenant Benoît Lichou et moi-même. Le scénario était le suivant: départ de feu au niveau du bois de la caisse d'épargne, poussé par un vent soutenu, dirige le feu vers un ensemble de hameaux qui nécessite du coup l'engagement de 4 GIF plus une unité d'intervention feu de forêt. Donc toi pour y aller, on continue en route. Direction, on prend la départementale. Direction Saint-Rivoal, oui, sur la gauche. Voilà. Ensuite le plan nord, continue la départementale. Le 10 exercice de chef de colonne, je prends départ avec la VLHR 22. Sur le sinistre, feu de forêt. Départ de feu en coordonnées, Bravo, kilo 28, Foxtrot 6.5, commune de Sizun, dans la forêt domaniale de Saint-Calou. Je demande l'engagement de 3 chefs de secteur, d'un officier aéro, dragon, drone, autorité municipale, gendarmerie, ONF et représentants du PNRA. C'est un message que l'on a fait parler. Mais également, de manière très massive, un engagement de la chaîne de commando. L'idée qui a été développée est de pouvoir avoir suffisamment d'espace et un scénario suffisamment dimensionnant pour que l'ensemble des intervenants puissent travailler et renforcer leurs compétences. Intersection départementale 30, piste DFCI en coordonnées Bravo kilo 28 Foxtrot 6.5. Le service départemental d'incendie et de secours du Finistère s'est doté de l'atlas DFCI, défense de la forêt contre l'incendie, pour pouvoir se repérer sur les feux d'espace naturels. Je me présente à l'intersection entre la départementale 30 et la piste DFCI. C'est un atlas qui découpe le département du Finistère en un carroyage bien précis, qui nous permet, par page, de se retrouver précisément dans une zone. À titre d'exemple, en prenant le carreau 78, j'arrive sur la page 78. Elle nous permet de nous repérer dans l'espace, mais elle dispose également d'une légende bien spécifique, notamment avec une mise en valeur des lignes de tension ou des pylônes, mais aussi la mise en relief des pistes DFCI catégorisées en direction du nord-est, donc j'ai fait l'axe de propagation par là. Pour la chapelle Saint-Michel, le coordonné BK28H05 que vous pouvez voir ici. Ce même carré de 2 km sur 2 km est lui-même divisé en 5 sous-parties. Les points 1, 2, 3, 4
et 5. Chef de colonne de police exercice. Message de plan du GIP engagé sur votre chantier. Pris par les flammes. En tête de feu. Si nous avons un départ de feu au niveau de la fontaine Saint-Michel qui se situe juste ici, le coordonné DFCI qui sera donné sera le coordonné BK28H5.1. Je vois un feu de forêt dans une strate arbustive et arborescente type résineux et broussailles. Forêt dense et continue sur un terrain vallonné. On a eu la chance d'avoir un exercice interdépartemental avec la participation du SDIS 22, du SDIS 56 et du SDIS 35, aux côtés des sapeurs-pompiers finistériens. À cette occasion, on a pu tester la coordination interdépartementale, mais également des éléments du commandement, puisqu'on avait quand même mobilisé un peu plus de 150 sapeurs-pompiers sur le terrain, avec un poste de commandement. Cette coopération interdépartementale est importante puisqu'on peut être projeté également dans le cadre des colonnes feux de forêt ouest dans la zone, mais également sur le territoire national, puisqu'on sait qu'au niveau national, on a renforcé à 51 colonnes feux de forêt. Et donc le SDIS 29 participe aux côtés du SDIS 22 et du SDIS 56 à ces colonnes de renfort. Donc c'est aussi un bon entraînement et puis ça permet de connaître ces collègues. Donc premier objectif, effectivement, la défense de points sensibles. Deuxième objectif, c'est de resserrer ce feu de façon à le stopper avant qu'il passe une certaine limite, où après il pourrait nous échapper, ou après il faudrait des moyens plus conséquents. Niveau chef de colonne, on a un PC qui s'engage. Le PC, c'est l'outil du COS. Donc le PC va permettre au COS de pouvoir mener ses actions, de rencontre aux autorités, mais aussi de garder un pied sur le terrain. Donc c'est vraiment un outil pour lui de continuer à faire avancer, à mettre en musique les différentes actions, parce que tout seul le COS ne pourrait pas s'occuper à la fois du chantier, des relations avec la presse, de la remontée d'informations, et de pouvoir aussi prendre le temps aussi de réfléchir et d'anticiper ses actions. Donc derrière, il y a un PC avec des officiers qui prennent différentes fonctions au sein d'un poste de commandement, fonction moyen, pour la partie moyen, renseignement, anticipation, action, il y a différentes fonctions chez nous. Selon moi, l'évolution de la spécialité n'est pas un effet de mode. Voilà. On est sur une évolution climatique qui impacte le département du Finistère. Nous avons eu des épisodes qui nous ont montré que le département du Finistère était impacté par les feux de végétation, 76, 2000, 2010. Donc c'est quelque chose qui revient de manière cyclique et nos prédécesseurs nous disaient toujours que tous les 10 ans, il se passe un événement majeur en feu de forêt et l'espace naturel dans le département du Finistère. Là, au niveau de la conjoncture, on a vu que la montée des feux se passait de manière inexorable, là-dessus vers le nord de la France. C'est pas propre au Finistère, mais c'est vraiment la latitude qui est en train de diminuer et qui engendre ce départ de feu. Donc on est vraiment dans un changement de paradigme par rapport à cette lutte contre les feux de végétation. Là, on est plus lié à un changement climatique qui va s'imposer à nous et qui fait que les feux, comme on a eu à Brasparts, on va en avoir plus souvent. Donc à nous aussi de nous préparer. Cette politique de défense de la forêt contre l'incendie, elle vise à plusieurs choses. Créer des accès pour que nous puissions, nous pompiers, intervenir au plus près de l'incendie et l'arrêter. Mettre en place des points d'eau pour que nous puissions nous réalimenter rapidement pour retourner rapidement à l'attaque. Et celle-là, elle se fait de manière coordonnée. On garde forcément en tête les éléments qui conditionnent cette intervention-là. C'est un élément à prendre en compte rapidement, le fait que l'on soit dans un parc naturel régional d'Armorique notamment. Et pour ce faire, on a mis en place des conventions avec le PNRA pour que cette notion, cet enjeu vraiment qui est touristique, économique et écologique soit prise en compte par le commandant des opérations de secours et qu'on ait en parallèle un conseiller technique de manière plus globale sur le département finistérien et partout en France. On a des partenaires qui sont privilégiés, qui sont l'ONF, qui nous donnent des indications très précises. Le contexte de la forêt, c'est que c'est une forêt avec peu d'enjeux économiques. D'accord, okay, voilà. Ça marche. Donc nous, le but, c'est surtout de nous mettre en sécurité. Après, il n'y a pas d'enjeu extraordinaire au niveau du bois. D'accord. Ensuite, à l'intérieur de cette partie-là, est-ce qu'on a des animaux, est-ce qu'on a des parcs, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Il n'y a rien de particulier, que des animaux sauvages. Ouais, il n'y a pas d'enjeu écologique très affirmé sur cette zone. Si on crée une zone de séparation du feu à tel endroit, une part du feu à tel endroit, est-ce que c'est judicieux de la faire là? Ou alors on peut la mettre 10 mètres plus tard et on fait beaucoup moins d'impact sur l'écologie.
Tous ces aspects-là sont pris en compte. Et ça a déjà été pris en compte en 2022 et ça le sera encore plus dans les années à venir. Je suis d'une génération qui appartient à des personnes pour qui, à l'époque, eh bien, ce n'était pas simple de pouvoir s'engager dès lors qu'on était femme. Alors, personnellement, ça ne m'a jamais empêché de prendre des responsabilités. Parce que j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin des gens qui m'ont fait confiance. Ensuite, parlementaire, j'ai eu à connaître des lois pour imposer des quotas. Je trouve que le mot quota ne grandit personne. Un quota d'hommes, un quota de femmes, être obligé d'imposer des quotas, c'était certainement quelque chose d'utile. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui s'engage dans une profession en tant qu'élu, j'ose penser qu'il est choisi pour ses qualités et pas pour son sexe et encore moins pour la couleur de sa peau. La société, certes, a peut-être un peu évolué, mais on reste quand même chez les sapeurs-pompiers avec une image de héros et à dominante masculine. C'est compliqué parce qu'on pourrait penser que le plafond de verre est brisé, ce qui n'est pas le cas. Il est difficile de monter dans la hiérarchie, il est difficile de faire sa place. Je pense là pour le coup autant qu'officier, mais même en dessous, chez les sous-officiers ou les sapeurs et caporaux. Quand on est une femme, on doit être 2 fois plus motivé, je pense, encore aujourd'hui. Je dirais que ça a quand même bien évolué. Il y a moins de machos, de mecs qui nous rabaissent. On sait s'imposer, quoi. Montrer notre caractère. C'est un petit peu le message que je passe aux femmes quand je les recrute, nous. Ne vous laissez surtout pas faire. Si vous avez une réflexion qui ne vous plaît pas, ramenez-la dans l'autre sens tout de suite, quoi. Oui, après, il y a des remarques, je vais dire sexistes, mais presque stupides, en fait, sur la vaisselle, sur les ménagères, mais j'y réponds et puis ça se passe bien, on va dire. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, en fait, qu'il y ait des femmes pompiers. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand je suis rentrée, les femmes pompiers, il y avait beaucoup de casernes qui n'en avaient pas du tout. Mais à Port-Rosé, que j'ai jamais ressenti cette différence-là, j'ai été tout de suite intégrée. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas ressenti cette différence entre femmes ou hommes. Non, après, comme on dit, hein, sous la tenue, sous un casque et une cagoule, un personnel féminin ou masculin, on n'en fait pas la différence. Après, les missions sont les mêmes. Moi, j'ai vu, c'est vrai, en l'espace de 20 ans, quand même, une augmentation du personnel féminin chez les professionnels ou chez les volontaires. Il n'y a aucun souci, on est très bien intégrés. Point d'attaque ici, prise doit utiliser la division mixte. Allez les gars, c'est bien. Allez. Oui, sur le centre du Cap-Cisa, on a cette chance. On a beaucoup de femmes aujourd'hui sur l'effectif de 68 sapeurs-pompiers. Nous avons 20 femmes et bientôt 21. Cette féminisation en fait, des sapeurs-pompiers est aussi nécessaire en fonction de la typologie de nos interventions. Il y a certaines interventions, notamment en secours à personne, où le fait d'avoir un personnel féminin avec nous dans les véhicules peut être facilitateur. Le personnel masculin se sent un peu rassuré d'avoir un personnel féminin. Tout ce qui est accouchement ou voilà, ou même des fois les interventions avec des enfants, c'est vrai que des fois c'est un peu plus facile, ou même des interventions des fois avec des femmes aussi, ça dépend sur quel type d'intervention on peut intervenir. Bon bah c'est toujours plus facile de discuter femme-femme. Allez les gars. Ce que je pense, c'est que homme-femme, c'est vraiment une complémentarité dans tous les métiers. Et l'évolution des techniques, l'évolution des matériels ont permis justement, effectivement, aux femmes, qui représentent quand même plus de la moitié de la population, de rentrer chez les sapeurs-pompiers. Et il est évident que conduire les gros camions, enfin j'en ai conduit au tout début des gros camions, il faut des bras, ça fait mal aux jambes, il faut porter des choses lourdes. Mais aujourd'hui, avec les évolutions techniques, une femme toute sa place comme un homme. On a les mêmes barèmes, on a les mêmes formations et on n'est pas mieux que les hommes ou moins bien. Pour ma part, je dirais qu'il y a toujours des différences puisqu'on n'a pas la même façon d'aborder le problème. Même si on est complémentaires, l'homme et la femme. Forcément, il y a le côté aussi femme qui va ressortir. Notre façon d'aborder le sujet sera un petit peu différente. Une intervention peut être aussi bien gérée par une femme que par un homme. Ce qui sera subtil, c'est la façon d'aborder. Voilà. La façon d'aborder, la façon de diriger, la façon de manager. On a cette complémentarité, on a des approches différentes. Donc dans un groupe, ce qu'on recherche, c'est la diversité. Toute la diversité, je pense que c'est une force et c'est un plus pour la profession. Et puis même dans les relations interpersonnelles, je pense que s'il y a que des femmes ou que des hommes, c'est quelque chose qui manque. En fait, il y a quelque chose qui manque. Et c'est heureux de voir que, homme ou femme, chacun trouve sa place dans l'architecture du SDIS.
Nous sommes un groupe constitué donc d'environ une soixantaine de chefs d'unité animaliers, de référents départementaux, Isabelle Sénéchal et moi-même, la référente adjointe. On est vraiment complémentaires puisque moi je suis plus sur le terrain à intervenir puisque je suis adjointe dans un centre. Isabelle, elle est au niveau chef de groupe, donc un cran au-dessus, et comme elle travaille aussi à la prévention, elle a plus la connaissance de gestion avec les élus, les organismes comme l'Office français de la biodiversité, la DDPP. Donc c'est vraiment un partage. Moi je fais remonter ce que nous on a sur le terrain et elle nous amène le savoir. On intervient spécifiquement sur les interventions animalières. On va avoir soit de la capture ou bien une mise en sécurité de l'animal et un placement peut-être de la mairie ou bien des refuges. La formation de base, elle inclut dans tout ce qui est PABE, donc la protection des personnes et des animaux, des biens et de l'environnement. Cette formation-là, qui est environ une semaine pour les équipiers, on inclut 2 heures de lot animalier, une petite initiation, on va dire, sur tout ce qui est intervention animale. Nous avons une semaine pour devenir chef d'unité animalier. Et donc là, on apprend avec vraiment des techniques bien appropriées sur la capture et la mise en sécurité des animaux. Tous les ans, pour les chefs d'unité animaliers, nous avons 8 heures de formation. On revoit l'année écoulée avec certaines méthodologies qui ont peut-être évolué, différentes techniques aussi qui ont évolué, les textes qui ont pu évoluer. Et ensuite, on revoit certaines techniques avec les animaux qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. On fait toujours intervenir en fait les gens de leur parc ou de leur lieu puisqu'ils ont l'habitude de ces animaux. Ils ont vraiment une technique bien appropriée et donc ça nous permet de nous enrichir nous au niveau formation. À Ménesmer, là c'était plus centré sur les chevaux. On n'a pas forcément l'habitude de travailler sur les chevaux lourds. En contact avec l'animal toujours quand on va vers lui montrer que c'est pas méchant, qu'il lui veut pas de mal, qu'il veut lui parler. Voilà. Avec un mort dans la bouche, là on peut le tenir. C'est bien. En fait, il faut que tu essayes de la... Voilà. Là, tu la tiens et tu le mains comme tu as fait derrière. De la réconforter en fait. Voilà. Essaye de la réconforter, de lui parler. Voilà, fais-la marcher un peu. Fais-la marcher un peu. Nous avons eu la chance d'avoir 2 pouliches assez jeunes à manipuler au niveau des traits bretons, qui est un animal qu'on croit très lourd et qui est assez pâteau. Mais en fait, on a vu tout le contraire. Donc c'était intéressant de manipuler. En fait, le but c'était de pouvoir les amener dans la bétaillère pour un éventuel transport futur, puisque c'est peut-être des animaux qui peuvent être en divagation. Et on a fini par une petite introduction sur le loup et voir un peu leur comportement, et voir un petit peu l'interaction qu'ils avaient entre eux aussi. L'effet de meute entre le mâle et les femelles. Chaque FNPA va être différente en fait. J'en ai fait plusieurs et à chaque fois le groupe est différent et du coup on ne peut pas avoir non plus les mêmes animaux. Donc c'est vrai que c'est un côté enrichissant et partage de connaissances entre chacun d'entre nous. J'essaye dans mon centre en fait de partager au maximum nos expériences et nos formations. Tac, il est rentré dans le tube. Là en fait vous faites ça pour qu'il tombe. Tac, et il va aller au fond. On fait tort en premier. Ok, pas de bobo pour le chien. Attends. T'as pris le R2D Au sein du SDIS 29, nous possédons 6 binômes cynotechniques. Chaque binôme est composé du maître et de son chien. Les missions sont la recherche de victimes potentielles, la recherche de personnes ensevelies et la recherche de victimes immergées.
la journée FMPA, donc c'est une journée de perfectionnement des acquis pour le maître et pour le chien. C'est une journée qui intervient de façon hebdomadaire sur l'ensemble de l'année. Ça sert à maintenir les aptitudes opérationnelles pour le maître et le chien et ainsi pouvoir améliorer, ajuster les différentes difficultés qu'il peut y avoir sur l'ensemble de l'année. Un des premiers exercices était la motivation hors vue, donc c'est-à-dire que le chien était au pied du maître, la victime était cachée, hors vue, et le chien devait, sur l'ordre du maître, aller rechercher dans un secteur donné la victime qui était cachée. Le but, c'était que le chien remonte l'odeur le plus rapidement possible et, arrivé à la victime, marque la présence de la victime par l'aboiement. On l'a fait dans différentes configurations, dans différents contextes, puisqu'il faut bien prendre en compte qu'on essaye de coller au maximum de la réalité. Donc il faut habituer le chien donc, à différents contextes, différentes positions, différentes couches de végétation, différents dénivelés, pour que finalement le jour où on est déclenché en situation opérationnelle, que le chien, ça ne soit pas une découverte pour lui, et qu'il soit vraiment à l'aise dans toutes les configurations, dans les différents milieux dans lesquels on doit intervenir. La présence donc de l'unité drone, quelque chose qu'on essaie de renouveler plusieurs fois dans l'année. Deux intérêts. Le premier, donc, c'est un intérêt opérationnel, puisque aujourd'hui on essaye d'intervenir de façon massive sur les interventions en mettant des moyens dimensionnants dans un temps finalement assez réduit. Donc ça permet de travailler en simultané, c'est-à-dire que le chien peut réaliser une recherche olfactive dans la forêt et en parallèle on peut également intervenir sur des recherches aériennes, et donc ça permet finalement de concentrer un certain nombre de moyens sur la zone de recherche dans un délai de temps réduit. Il faut garder en tête qu'il y a une notion de secours dans le cadre de nos missions. Non, il l'a trouvé avant. Le bien-être animal aujourd'hui est quelque chose qui doit absolument être pris en compte. Aujourd'hui, donc, on travaille avec de nouveaux types de matériel, donc notamment des masques de protection qui servent donc à la protection du champ visuel du chien. C'est notamment le cas dans le milieu forestier, donc, avec tous les éléments agressifs qu'il peut y avoir dans le milieu naturel et qui peuvent amener des blessures au chien. Après l'exercice, il y a une phase qui est très importante aussi, qui est le reconditionnement opérationnel du chien. Ce temps-là doit être pris pour enlever l'équipement du chien, s'assurer qu'il n'y a pas eu de petits bobos sur le chien, qu'il n'y a pas d'atteinte articulaire. Ça nous permet aussi d'avoir un petit temps de complicité, d'attachement, finalement, de tendresse qu'on peut lui donner en remerciement du travail. Le meilleur moment de ma carrière professionnelle, et c'est pas un moment, c'est plutôt un épisode. Ça a été mon renfort en feu de forêt en 2011 dans le sud de la France. Bonne question. J'en ai plusieurs. Hein. Le meilleur moment. Je dirais, d'une manière générale, avoir pu rentrer dans la profession. Je crois que c'est permanent en fait, quoi. Ouais, moi j'ai toujours l'enthousiasme de venir travailler. Le ou les meilleurs moments de ma carrière, il y en a eu tellement. Je dirais que chaque changement de fonction a été
chaque changement de fonction que j'ai eu a été un moment intense. Réussite de concours, des mobilités, donc ça aussi, ce sont des points forts. C'est les réussites aux différents examens concours parce qu'on évolue, on progresse, c'est de la reconnaissance, c'est valorisant, on est content et parce qu'on touche des nouvelles choses. Et pour moi, c'est la concrétisation, pour moi en tant que sapeur-pompier, d'être chef d'agrès d'un engin d'incendie. C'est un métier passion, c'est un métier que j'adore. Et d'être recruté dans ce poste-là, ça a été pour moi mon meilleur moment, mon meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, il est là, d'aller en intervention pour la première fois, en étant avec des collègues dans le camion, en entendant le deux-tons, le gyro. Quand on est arrivé à mener à bien une opération, limiter un sinistre, sauver une personne. C'était une intervention à Brest. J'ai vu son bouc quotidien revenir et puis c'est magique quoi, de récupérer quelqu'un. Une naissance qui est forcément un moment particulier pour un sapeur-pompier. Et le fait de réussir à mettre au monde ces 2 nouveau-nés, très grands prématurés, a été vraiment une joie immense parce que la maman s'est bien portée. Les 2 nouveau-nés, on les a amenés en vie. Je me rappelle notamment d'un feu, c'était à l'époque le feu de l'usine Capitaine Cook à Plozélette. À l'époque, j'avais 16-17 ans. Et c'était un de mes premiers gros feux, donc souvent le premier gros feu, c'est celui-là qu'on retient. Et finalement, la récompense qu'on peut avoir pour nous et notre chien, et ben, c'est de faire une intervention positive, de pouvoir sauver une vie, de pouvoir localiser quelqu'un. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma profession. Non, moi les meilleurs moments, c'est les personnes, quoi. Moi, pour moi, c'est les personnes que j'ai côtoyées, voilà, des belles personnes. Et donc je dirais que le carburant et l'esprit aujourd'hui pompier, si on veut qu'il perdure, c'est de ne pas trop se faire manger par la technologie, mais de ne pas oublier la partie humaine et fraternelle. Le fait d'être avec les collègues, de partager des moments en commun qui ne sont pas forcément toujours faciles. Et toute la section est fatiguée à cause de la journée et c'est là que ça fait que les meilleurs moments se passent. Et après, il y a aussi les remerciements de la part des gens sur lesquels on est intervenu, qui reviennent nous voir, nous donner des nouvelles et nous dire merci. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur dans le milieu des pompiers. C'est vraiment les merci des gens. Je me souviens également de moments où on a bénéficié en fait de la solidarité en fait du village qui venait nous voir, qui nous apportait des fruits, qui nous apportait des gâteaux. Je me souviens que c'était vraiment très très sympathique comme moment. Aussi bien ce côté opérationnel que la partie humaine et management de l'homme et management du repos derrière. Et c'était vraiment cette expérience-là qui m'a fait m'engager pleinement dans la spécialité feu de forêt et l'espace naturel.